C'est à cause d'elle que l'on t'enchaîne, qu'on t'emprisonne, qu'on te malmène, et c'est pour elle que tu dois t'en aller. La vie t'emporte, la vie t'entraîne, tu fuis la violence et la haine, tu voudrais même ne jamais être né. Tu penses à elle chaque matin dans ton exil sur le chemin, elle marche toujours à tes côtés, à tes côtés. Et tout le reste t'indiffère, pour elle tu cherches une autre terre, désormais tu seras un étranger. À force de vivre de souvenirs, tu en oublies ton avenir, tu restes figé aux images du passé. Souvent tu songes à repartir, mais qui voudrait donc t'accueillir? Pour eux aussi, tu n'es qu'un étranger. Tu penses à elle chaque matin dans ton exil sur le chemin, elle marche toujours à tes côtés, à tes côtés. Un jour pourtant, elle reviendra, et tu sais qu'elle te cherchera. Mais toi, mon frère, seras-tu encore là? Passent les jours et les semaines, et ta vie est toujours la même. Chaque minute semble une éternité. Un jour enfin, elle sera libre de leurs mensonges et de leur haine. À cet instant, tu la reconnaîtras. Tu penses à elle chaque matin dans ton exil sur le chemin, elle marche toujours à tes côtés, à tes côtés. Tu aimerais qu'elle se souvienne, que tu l'espères et que tu l'aimes, toutes les misères que tu as endurées. Contre le racisme. Vous savez que le racisme actuellement c'est une question qui préoccupe de nombreux citoyens, progressistes notamment, voire d'autres qui sont un peu moins mais qui sont tout de même antiracistes. Je rappelle aussi que nous allons faire en sorte que chacun, tout au moins tous ceux qui le souhaitent, prennent la parole. Dans un premier temps, il y aura la chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, pour mémorer donc la question de la Shoah. Ensuite, nous aurons la lecture des 12 personnes qui ont été assassinées par des racistes depuis 2022 et à qui on n'a pas fait de minute de silence à l'Assemblée nationale, bien entendu. Chacun et chacune indiquera le nom de la personne et l'année de l'assassinat et le lieu de l'assassinat. À la suite de cela, nous ferons une minute de silence en hommage à toutes ces personnes. Non, on fait la nuit et le brouillard après. Ah oui, excuse-moi. Ensuite, chacun pourra prendre la parole. Tout d'abord les associations, ensuite les syndicalistes, enfin les partis politiques et les citoyens. Tous ceux qui souhaitent prendre la parole et dire 3 mots pourront bien sûr exprimer leur point de vue. L'ensemble des personnes qui ont été assassinées, chacun fera donc, lira le nom de la personne, le lieu de son agression, sa date de l'agression, et lorsqu'on aura fait le tour, nous observerons une minute de silence en leur mémoire. On commence. Asie R, assassiné le 14 décembre 2024 dans le Nord. Mamadou Cissé, assassiné le 9 décembre 2022 à Charleville-Mézières. Jamel Ben Jabala, assassiné le 31 août 2024 près de Dunkerque. Emin Kara, assassiné le 23 décembre 2022 à Paris. Ismaël Ali, le 6 janvier, près de Lyon. Hamid G, le 24 décembre 2020, dans le Nord. Cyril Haït a été assassiné le 23 décembre 2022 à Paris. Abourahmane Kizil, assassiné le 23 décembre 2022 à Paris. Federico Martin Aramburu, assassiné le 19 mars 2022 à Paris. Eric Casado Lopez, assassiné le 13 mai 2022 à Paris. Aboubacar Cissé, assassiné le 25 avril 2025 dans le Gard. Rojdi Laksassi, assassiné le 20 novembre 2024 dans les Vosges.
Angela Rostas, enceinte de 7 mois, assassinée le 22 février 2024 en Haute-Savoie. Hichem Miraoui, assassiné le 31 mai 2025 dans le Var. Qui est bien meilleur que celui de l'Assemblée nationale, à ces 12 personnes qui ont été assassinées depuis 2022. 12 assassinés par des racistes. Ne l'oubliez pas. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je viens vous parler au nom de la Ligue des droits de l'homme. Merci vraiment du fond du cœur d'être venu participer à ce rassemblement. L'égalité des droits humains contre le racisme, qui réclame, l'égalité des droits humains contre le racisme, la xénophobie et tout ce qui l'accompagne actuellement. Il est urgent, vital et nécessaire de se mobiliser actuellement. Défendons ensemble le projet et la réalisation d'une société humaniste, de défense des droits humains pour toutes et pour tous, quelle que soit son origine. Nous voulons, coûte que coûte, défendre par les moyens légaux qui existent et doivent perdurer la construction d'une société qui a pour projet la solidarité, la justice, le respect des libertés et des droits humains pour chacune et chacun d'entre nous. Nous refusons la haine sous toutes ses formes, celle qui outrageusement augmente dans les discours et les actes des représentants de la nation. Luttons contre les préjugés que les institutions mêmes peuvent représenter actuellement dans notre société, au lieu de garantir l'accès aux droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la liberté, à la justice. La nation présente à présent une faille insupportable dans ces domaines. Quand nous constatons que le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme et la xénophobie enserrent et nous étouffent, nous heurtent, quand on voit apparaître des manifestations d'extrême droite portant la haine extrême de l'autre avec des saluts nazis, il faut réagir contre ces vices mortifères, réagir contre ces dérives insupportables, ces ancrages qui se font dans notre société. Il faut aussi réagir contre ces vices, ces dérives que l'on voit ressurgir dans notre monde. Il ne faut pas se taire. Les discriminations de tous ordres doivent être punies par la justice et rejetées par la conscience humaniste qui doit nous animer. Les crimes racistes se multiplient. Il faut sonner l'alerte contre les violences physiques, morales, portées par les institutions et certaines personnes sur d'autres personnes. Il faut dénoncer la haine qui s'exprime à présent, sans vergogne, contre les citoyennes et les citoyens, qu'ils soient juifs, musulmans ou d'autres religions, demandeurs d'asile, sans-papiers, etc. Nous sommes pour le droit à une société qui ne fasse pas de discrimination, d'appel à la haine, et pour que les institutions de notre société ou dans d'autres pays soient humains et justes, au sens noble du terme, et équitables. Nous lutterons contre les dérives actuelles et nous dénoncerons toujours le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la xénophobie, notre diversité et notre richesse. Revendiquons-la
Affirmons-le haut et fort. Construisons ensemble, entre citoyennes et citoyens, la société dans laquelle nous voulons vivre, enrichie par la solidarité, la justice et le respect des libertés. Tout ce qui est humain est nôtre. Ne perdons pas, comme certaines et certains, ce cap. Restons mobilisés, toutes et tous ensemble, comme des citoyennes et des citoyens éclairés. Refusons la barbarie pour construire, protéger et revendiquer une société humaine, solidaire et égalitaire. La récente déclaration de l'ONU en novembre 2025 demandant aux États d'agir en matière de lutte contre le racisme, notamment par le biais de la pédagogie, prête à sourire, malheureusement. Car plus le racisme augmente, et il augmente, plus les moyens dédiés à l'éducation nationale, la culture, l'éducation populaire et singulièrement les associations diminuent. Parallèlement, on a laissé le patronat, par le biais d'Estera et Bolloré, à travers les journaux, les maisons d'édition, les festivals, les chaînes de télévision, désigner les boucs émissaires aux fins de diviser le peuple et empêcher qu'ils ne se retournent contre eux. Les boucs émissaires préférés étant noirs ou arabes, ou surtout musulmans. Car ce grand patronat a, dans sa très grande majorité, fait collusion avec l'extrême droite et son racisme. L'historien Chapoutot et l'économiste Laurent Mauduit, que nous avons invité mardi à Avallon, le disent très clairement. La période actuelle ressemble terriblement aux années 35, où le patronat avait fait le choix entre Hitler et le Front populaire. L'actualité et les faits divers sont instrumentalisés aux fins d'inverser les responsabilités et les valeurs. Les antiracistes seraient racistes et antisémites. Les racistes subiraient un racisme anti-blanc. Les collaborateurs d'hier deviendraient les résistants d'aujourd'hui. Et en même temps, des ministres et des députés reprennent à leur compte les idées d'extrême droite. Sur le terrain, l'extrême droite et ses soutiens, portés par un sentiment de toute puissance, agressent et sont violents. Et dans notre département aussi, menacent en direction d'un journaliste de l'Union républicaine qui a eu le malheur de faire son travail par une enquête mettant en jour des contenus racistes et nazis. Agression d'une féministe le 8 mars. Des hommes politiques menacés de mort dans des publications islamophobes. Cyberharcèlement d'une association antiraciste et d'un syndicat. Agression raciste de 2 élus au nom à consonance maghrébine. Nous le constatons autour de nous, la parole raciste se libère partout, y compris, et je dirais surtout, et on l'entend, dans les établissements scolaires. On nous évoque une résurgence de croix gammées, on nous évoque des admirations d'Hitler, on entend des propos qui relativisent la réalité du racisme. Malheureusement, trop de victimes n'osent porter plainte. Comme le dit la CNCDH depuis plusieurs années, seuls 3% des victimes du racisme font une démarche et portent plainte. 97% des 1,5 million de personnes subissant du racisme ne portent pas plainte et ne disent rien. Parmi les gens qui portent plainte, les dossiers en tout cas portés par les gens qui portent plainte, une très grande majorité, en tout cas plus que les dossiers habituels, et beaucoup plus se poursuivent par des non-lieux. Le dernier rapport de la Défenseure des droits, qui date du 26 février 2026, le mois dernier, il n'y a même pas un mois, met en évidence que les jeunes immigrés, descendants d'immigrés ou originaires des dom-tom, plus que les autres, souffrent de discrimination tout au long de leur vie et sur l'ensemble des domaines de leur vie. Nous interpellons donc le gouvernement, pas que nous ici, mais partout, pour que des mesures soient prises pour permettre et inciter à porter plainte, tout en sachant que les forces de police
elle-même pratique fortement des discriminations, pour que les peines soient effectives, pour que les discriminations, conséquences du racisme, soient observées et combattues, et compris, et surtout dans les services publics, dont ceux de la gendarmerie et la police, je me répète. Mais nous savons sans illusion que le racisme et les idées d'extrême droite ne seront réellement combattus qu'à la condition que les antiracistes, les antifascistes, tous ensemble, non violents et démocrates, se retrouvent coude à coude dans la résistance et dans la construction d'une société réellement libre, égale et fraternelle. Je viens de Saint-Denis. J'ai habité à Saint-Denis. J'ai travaillé à Saint-Denis. Saint-Denis, la ville des rois, du peuple vivant. Le racisme aura disparu quand on ne déformera pas les propos d'un maire parce qu'il est noir. Recevez le salut fraternel, laïque et pacifiste de la libre pensée de Lyon. Le racisme est une conséquence du capitalisme qui contraint les travailleurs étrangers, qu'ils soient migrants ou travailleurs européens détachés, à venir se faire surexploiter et ainsi à faire pression sur les salaires de toute la population. Il est aussi un relent du passé colonial de la France en Afrique et en Orient où, pour justifier de toutes les exactions commises contre les populations colonisées, il fallait stigmatiser les indigènes, comme on l'appelait à l'époque, à qui l'on apportait le progrès et la vraie civilisation. Le racisme a enflammé la vie politique périodiquement tout le long du XXe siècle. Il a repris de l'ampleur avant les élections de 1988, je m'en souviens très bien parce que je l'ai vécu en direct, alors que le gouvernement de gauche avait mis en œuvre sa politique d'austérité, de blocage des salaires et autres trahisons dont nous avons depuis l'habitude. Le battage médiatique a été tel que le Front National, qui plafonnait à 6% jusque-là, est devenu l'épouvantail et a contribué à la réélection du président en place. Ça nous rappelle quelque chose de plus récent. Le mouvement de promotion de l'extrême droite était lancé et les gouvernements successifs n'ont fait que l'amplifier avec des lois comme séparatisme, la stigmatisation des musulmans, etc. Parallèlement, les politiques mises en œuvre se sont attaquées systématiquement aux services publics, au système de santé, aux droits des travailleurs et des chômeurs, à l'accès aux études et au logement et ont amplifié la misère sociale. Le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté a explosé. Ce terreau de misère, d'absence de perspective d'amélioration, a fait qu'une partie de nos concitoyens s'est tournée vers les discours de division, de rejet de l'autre, du pain béni pour les grands patrons et les politiciens à leur service. Quant aux directions des confédérations syndicales, je suis un ancien responsable syndical, censé mener le combat pour l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales de tous les travailleurs, la mobilisation générale, l'action déterminée pour que ça change, ne semble toujours pas être à l'ordre du jour. N'ont-elles pas, ces directions, déclaré en 2025 qu'il fallait préserver la stabilité du gouvernement? Alors, tout est perdu d'avance? Que nenni! Car le monde commence à trembler sur ses bases. Dans le pays du capitalisme débridé, les USA, un maire est élu à New York sur la base d'un programme social apporté et soutenu par la population, principalement issue des secteurs défavorisés. Et un parti authentiquement de rupture avec le capitalisme est né et se renforce tous les jours. Il s'appelle DSA. En France, les élections récentes confirment que la même dynamique est en accélération chez nous et que les couches de la population les moins favorisées, racisées, stigmatisées, ont décidé de s'organiser pour changer la vie. La suite promet d'être riche en événements sociaux et politiques. Toutes les forces populaires sont appelées à amplifier le combat. Pour sa part, la libre pensée agit pour l'établissement de la République universelle qui garantira des droits identiques pour tout un chacun sur une planète protégée. Elle combat pour l'instauration d'une assemblée constituante souveraine qui donnera le pouvoir politique à tous les citoyens sans distinction. Contre le racisme et contre toute forme de discrimination, pour la paix entre les peuples. De lutte contre le racisme, je tiens, au nom de l'Union juive française pour la paix, à revenir sur l'histoire du sionisme. Nous sommes une organisation anti-sioniste. Nous ne combattons pas seulement Netanyahou, nous combattons le sionisme. Et je vais vous lire quelques extraits des positions des sionistes depuis la création du sionisme en 1896-1897, pour que vous voyez à quel point le sionisme est une idéologie raciste, fasciste, dès le départ, qu'il faut condamner et contre laquelle il faut lutter en tant que telle.
vous savez tous que c'est Théodore Herzl qui a fondé, est le créateur plus ou moins du sionisme. Il écrit à propos de l'affaire Dreyfus: « Je suis parvenu à une attitude plus dégagée envers l'antisémitisme que je commence à comprendre historiquement et à excuser. Par-dessus tout, j'ai reconnu la vacuité et la futilité de combattre l'antisémitisme. » Voilà, donc ça c'est le départ. On continue. En 1913, toujours Théodore Herzl: « Notre mouvement doit se battre amèrement avec les partis révolutionnaires qui voient à juste titre en lui un adversaire. Nous avons besoin d'un encouragement, même si celui-ci doit être soigneusement gardé secret. Je place tous mes espoirs dans le Kaiser, qui regarde au-delà des mers dans une vision aussi vaste que le monde. » Il rencontre Plévé, qui est une des personnes qui est à l'origine d'un des plus grands pogroms. J'ai rencontré Plévé. J'ai son engagement que d'ici à 15 ans au maximum, il fera une charte pour nous, pour la Palestine. Mais c'est lié à une condition, que les révolutionnaires juifs cessent leur lutte contre le gouvernement russe. Donc, sous le tsar, alors qu'il y a des pogroms qui se multiplient, le sionisme soutient déjà les antisémites. C'est dénoncé en 1911 par un député de Damas au Parlement ottoman. Les sionistes ont l'intention de créer un État puissant, car après avoir pris possession de la terre, ils expulseront les habitants, soit par la force, soit par l'utilisation de richesses. ATD, agir tous pour la dignité. Le problème de la dignité, c'est un problème de racisme dans le monde entier, quel que soit l'autre. Et à ATD, on a une phrase slogan qui est écrite sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, et qui dit « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » C'est Joseph Wrezinski, le 17 octobre 1987. Et ça se dit partout dans le monde, dans toutes les langues. Alors j'ai entendu les discours aujourd'hui et j'ai relevé plusieurs choses que nous on défend à la CGT. Depuis 1895, on a toujours été antifasciste, on a toujours défendu l'ensemble des salariés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur patrie. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de racisme un peu partout, sans savoir ce que c'est que la définition du racisme. Le racisme, c'est une hérésie, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est faire croire à une partie de la population qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine. Et comme j'ai pu le lire sur une pancarte, qui était par là tout à l'heure, le racisme aujourd'hui en France, c'est pas une idée, c'est pas une expression, c'est un délit, et c'est punissable par la loi. La xénophobie, c'est contre ça qu'on lutte aujourd'hui. C'est la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Mais ce n'est pas lié à une couleur, ce n'est pas lié à une religion. Prenez des petits villages, vous verrez que d'un village à l'autre, on a peur de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Et aujourd'hui en France, si on veut s'en sortir, il faut rétablir du lien entre tous. Il faut rétablir du bon vouloir et savoir bien se comporter avec les autres et accepter nos différences. Ça, c'est important. J'ai entendu une attaque contre les organisations syndicales. Et ça ne m'a pas trop plu, parce qu'à la CGT, on se bat depuis de très longues années contre ces situations dans les entreprises. Parce que vous l'avez bien compris, le racisme et la xénophobie, c'est monté en pointe par le capitalisme. Et c'est les capitalistes, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, qui détiennent l'argent, qui aujourd'hui montent les populations les unes contre les autres, dans un seul but, leur profit.
Alors je vais vous donner peut-être une petite information que vous n'avez pas. Il y a un sondage Harris Interactive qui vient de sortir suite au premier tour des élections municipales. Et la CGT, on est la seule organisation qui régresse en nombre de militants et de sympathisants qui votent pour l'extrême droite. Toutes les autres organisations syndicales progressent. Mais ça, on l'a gagné sur plusieurs années. Ça fait des années qu'on milite sur le sujet, ça fait des années qu'on forme nos militants, qu'on discute avec les salariés dans les entreprises, et qu'on ne lâche pas le terrain, et on ne le lâchera pas, on continuera. Je fais juste une courte intervention par rapport à l'intrusion, et j'ose dire le mot, intrusion de l'extrême droite dans les écoles. Donc l'année dernière déjà, la députée Roy s'est invitée au collège d'Avalon. Cette année encore, en fait, Monsieur Odoul s'invite par 2 fois au collège de Villeneuve-sur-Yonne et dans l'école de Villeneuve-sur-Yonne, soi-disant parce qu'ils viennent expliquer qu'ils en ont le droit, parce qu'ils sont députés et qu'ils viennent expliquer aux enfants ce qu'ils font. On n'avait jamais vu aucun député s'inviter comme ça dans les écoles. Donc, il y a vraiment ce parti qui essaye d'aller jusque dans les classes de CM2, embrigader déjà des enfants. Donc on s'est offusqué et on a manifesté contre ces venues dans les écoles. C'est vraiment important. Au quotidien, on travaille pour que les enfants apprennent ensemble, vivent ensemble, apprennent à se connaître et à faire société. Et voilà qu'ils nous sapent le travail. Réellement, il n'y a que l'extrême droite pour faire ça. De multiples entrées sont possibles lorsqu'on parle du racisme. Le racisme d'État, celui pratiqué par l'État français, par exemple, quand il distingue les étrangers issus d'un pays de l'Union européenne de ceux issus d'autres pays. Le racisme systémique de certains médias, ça a déjà été dit, notamment ceux propriétés du groupe Bolloré. Le racisme assumé de certains partis politiques tels le Rassemblement national, Reconquête ou les Républicains. Mais on doit aussi parler du racisme ordinaire, celui subi au quotidien. La législation punit les injures racistes et les actes discriminatoires, mais elle ne peut rien contre le racisme ordinaire, celui qui pourtant affecte le quotidien des personnes qui en sont victimes. Il se manifeste par 2 petites phrases alimentées par les préjugés, parfois par des blagues, ou sous des formes subtiles, mais aussi des regards hostiles dans la rue et des stratégies d'évitement. De manière moins subtile, il se manifeste par des contrôles de police réguliers, des refus d'accès à une discothèque, des propos injurieux et des mots déplacés. Des difficultés, ça a été déjà signalé, à trouver un logement, un emploi, un stage ou à obtenir un crédit. Ce racisme ne se traduit pas forcément par de l'hostilité ni un acte intentionnel, mais par une succession de gestes, de paroles, qui au final signifient « vous n'êtes pas comme nous » et donc « vous n'êtes pas chez vous ». Ce racisme quotidien est le plus violent, le plus opérant. C'est la répétition tous les jours, dans toutes les différentes sphères de la vie professionnelle, sociale, de micro-expérience du racisme qui a un effet d'usure sur les personnes. Ce racisme ordinaire, insidieux, et les discriminations qu'il engendre font exister les races au quotidien, en érigeant une barrière entre un nous et un eux, et en rappelant constamment aux personnes qui en sont victimes quelle est leur place dans la hiérarchie sociale. Car derrière, il y a aussi ce phénomène, comme si la colonisation existait encore. Celle ou celui qui en France n'a pas la peau blanche et ne porte pas un nom identifié comme « bien de chez nous », aura plus de difficultés que d'autres à se faire une place au soleil. Si elle ou il y réussit, alors on le présentera comme un modèle. L'exemple pour affirmer que tout va bien. Tout va bien puisque Aziz est chef d'atelier. On n'est pas raciste chez nous puisque Alyosha est directrice des ressources humaines. Ce racisme, parfois inconscient, cet antisémisme non intentionnel, mais présent quand même, cette xénophobie qui ne dit pas son nom, en plus de faire vivre un enfer à celles et ceux qui les subissent, nuisent à la cohésion de notre société. Ce sont des armes de division massive. On le voit dans les entreprises. Pourquoi Pierre Roupal n'a pas été promu?
Parce que le patron a filé le job à un arabe, à ce Marocain qui bosse depuis 30 ans dans la boîte. Et oui, et il bosse bien, et il sait diriger une équipe. Ah oui, mais il est marocain, et alors? On le voit aussi dans la rue quand on parle avec des Français de souche qui sont dans une situation de grande précarité. Ceux qui le rendent responsable de leurs difficultés, ce ne sont pas les ultra-riches, ce ne sont pas les actionnaires qui ont demandé de les virer pour augmenter leurs dividendes, ce sont les sans-papiers que le patron fait trimer en les payant avec un lance-pierre. Ce racisme-là, celui que nous, qui n'en souffrons pas, voyons moins, doit être identifié pour être mieux combattu, parce qu'il pourrit la vie des gens qui le subissent 3, 4, 5, 6 fois par jour, et parce qu'il est le frein des luttes communes à ceux qui sont nés ici et à ceux qui sont nés ailleurs. Le combat antiracisme, c'est un vrai défi politique que notre parti, le Parti communiste français, relève avec force pour recréer de l'unité, gagner la bataille de l'égalité et d'autres. Nous sommes ici parce que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, une violence. Et aujourd'hui, cette violence est en train de devenir normale aux yeux de certains. Dimanche dernier, Bali Bagayoko et ses colistiers de la France Insoumise remportaient l'élection de la mairie de Saint-Denis au premier tour. Une victoire nette et démocratique. Mais immédiatement, les médias mainstream détenus par les milliardaires se sont mis à aboyer contre sa couleur de peau et sa couleur politique, comme le font toujours les chiens de garde. On a vu des insinuations, des caricatures, une suspicion permanente sur fond de racisme inacceptable. Comme si certains élus devaient toujours prouver qu'ils sont légitimes. Pendant ce temps, ici, à Auxerre, une liste d'extrême droite fait près de 20%. Et que découvre-t-on? Des colistiers partageant des symboles néo-nazis, des sigles SS, des croix gammées, et pourtant, presque rien. Pas d'indignation à la hauteur. Voilà l'inversion des valeurs. On attaque les élus républicains et on banalise l'extrême droite. On surveille les mots prononcés et on tolère les symboles de haine. On détourne l'attention, on accuse les migrants en agitant le grand remplacement, une théorie complotiste, raciste, qui fabrique la peur et prépare la violence. Parce que oui, l'extrême droite, ce n'est pas qu'un discours. C'est une réalité, des agressions, des crimes, des morts, comme à Gaza, où plus de 20 000 enfants ont été massacrés parce que palestiniens, par la main du régime génocidaire de Netanyahou. Et tout cela devient possible quand on s'y habitue. Comme l'a analysé Hannah Arendt, philosophe allemande qui a fui le nazisme et étudié les mécanismes du totalitarisme, le danger ne vient pas seulement des monstres évidents, mais de la normalisation. Elle écrit en observant les crimes du XXe siècle: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité à agir, mais aussi de sa capacité à penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. On parle souvent du point de bascule de l'histoire. Eh bien, nous y sommes. Quand plus personne ne s'indigne, quand tout devient acceptable, quand on ne pense plus aux conséquences, alors le pire devient possible. Souvenons-nous d'une chose: quand le fascisme met un pied dans la porte, il est presque déjà trop tard pour l'empêcher d'entrer. Alors non, nous ne laisserons pas cette porte s'ouvrir. Parce que les symboles nazis, quand les symboles nazis deviennent anecdotiques, quand le racisme devient une opinion, quand la solidarité devient suspecte, quand on fait une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage à un nostalgique d'Hitler, c'est la démocratie qui vacille. Regardons aussi le monde. Partout où des peuples sont déshumanisés, partout où des civils sont écrasés, nous devons rester cohérents. Refuser tous les racismes, sans exception ni hiérarchie, parce que la dignité humaine ne se négocie pas. Alors aujourd'hui à Auxerre, nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas la haine s'installer, nous ne laisserons pas l'extrême droite gagner, nous la ferons reculer dans la rue, dans les luttes et dans les urnes. Soyons là, soyons présents et empêchons-les. La France, c'est le pays d'Europe qui a eu le plus de flux migratoires depuis que le capitalisme industriel a eu besoin de main-d'œuvre. Et le racisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Mon père en Algérie, mon oncle et bien d'autres personnes l'ont subi. Je vous rappelle seulement la manifestation d'octobre 61 à Paris,
qui à l'époque n'était pas absolument mise en avant par la gauche, qui était plus préoccupée de Sharon en février en 62 que d'octobre 61. Ce que je veux dire par là, c'est que le fascisme, il ne se développe évidemment pas par hasard. Il y a un certain nombre d'interventions qui ont pu l'aborder. Le capitalisme industriel et les grands industriels financent le PFN, le FN, le RN et financera les prochains fascistes, même si l'appellation change. Ce qui a changé, c'est le travail de masse. C'est-à-dire qu'en fait, ces militants, parce que ce sont des militants, irrespectueux, irrespectables, mais ce sont de vrais militants. Et ils s'engagent au point où on les rassemble. 3000 militants de miliciens nazis à Lyon. Soit dit en passant, il y a quand même eu une minute de silence par rapport à la mort de Quentin de Ranc, auquel a participé toute l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse. Je fais juste cette réflexion parce que je me dis, finalement, moi dans les années 70, j'ai milité longtemps après, j'ai été syndiqué, etc. Et je me rends compte au fil des années que depuis Mitterrand, j'allais même presque dire depuis 1936, en tout cas, depuis la révolution bolchevique et depuis la révolution russe dont quelqu'un a parlé un petit peu en parlant de révolutionnaires juifs, il n'y avait pas que des révolutionnaires juifs, il y avait des révolutionnaires de tous les pays. Le problème aujourd'hui, pour moi, et pour bien d'autres gens, et notamment ceux qui habitent les quartiers populaires, qu'on montre du doigt depuis si longtemps et tout le temps, parce que les quartiers populaires, ils n'ont jamais bonne presse. Eh bien, ces quartiers-là, on va dire que c'est comme aux États-Unis. À un moment donné, il va falloir pas seulement résister, mais il va falloir faire des milices. Excusez-moi, mais on est dans cette période. Quand vous voyez 3000 fascistes manifester à Lyon, vous pouvez imaginer que demain, ils ne seront pas 3000. Et que même aujourd'hui, s'ils voulaient, ils pourraient complètement nous détruire aujourd'hui de manière militaire. Ils ne le font pas parce qu'il y a deuxième tour des municipales et puis il y aura les présidentielles. Donc ils évitent un petit peu ça. Donc la question que je me pose, moi, c'est comment on lutte contre le fascisme. L'histoire, elle est là pour parler. Le gouvernement Mitterrand, il a fait une place au Front National, dans les médias. Enfin, je veux dire, ils ne se sont pas développés par hasard. Comment se fait-il que les syndicats, et la plupart des syndicats dits ouvriers ou employés, ont eu des membres qui ont voté Front National ou qui votent RN? Vous l'avez abordé, monsieur la CGT. Mais, y compris des gens de la CGT, moi j'en connais qui ont voté RN. C'est un vrai souci. Comment on fait l'unité de la classe ouvrière? Parce que parlons vrai, la lutte des classes, elle est là. Les fascistes, ils l'ont compris. Comment on fait avant de se faire tous écraser? Pas seulement les musulmans, les juifs et les, Je serais etc., assez et les brève. minorités. Malheureusement, le racisme existe depuis fort longtemps. Il n'y a qu'à se rappeler les Espagnols, les Italiens, les Polonais qui sont venus bien souvent soit poussés par la République espagnole, on connaît, soit poussés par la nécessité économique. Comment ont-ils été reçus? Absolument pas bien. Et on les a accusés de manger le pain des Français, de prendre leur travail. Enfin, vous connaissez la litanie. C'est un poison, le racisme. Et évidemment, il faudrait être nombreux, parce que dans les villages, on sent bien, les gens sont dans l'entre-soi, ils regardent, je sais pas, moi je les regarde pas, les chaînes de télé, mais ils regardent, ils absorbent le poison au jour le jour. Et bon, ben voilà, on obtient ce qu'on voit. Et nous ne sommes pas assez forts pour lutter contre ce poison. Donc il faudrait sans arrêt, remettre l'ouvrage, bon, vous m'avez comprise. Je ne vais pas en dire plus, simplement, c'est vraiment une grande lutte, parce que c'est une lutte de classe aussi, une lutte de tout. C'est une lutte pour l'humanité, parce que autrement on va être submergé par des marées noires, brunes, boueuses, et on va tous en souffrir. Merci d'être venu. Je lancerai tout de même un appel. On est nombreux, certes, pas assez nombreux, comme beaucoup de personnes l'ont dit, mais il faut absolument que partout on agisse. Il ne suffit pas de venir ponctuellement à un rassemblement pour dire j'ai fait mon mea culpa. Non, c'est un combat de tous les jours. On a besoin de bras, de paroles, partout dans les quartiers, dans les villages. Donc c'est un appel pour que chacun s'investisse là où il habite,
pour contrer ces idées nauséabondes et qu'on soit capable, d'ici un an, d'empêcher la bête immonde d'être majoritaire. Je vous remercie.